Joël Desrosiers fait partie de cette lignée fascinante des écrivains médecins et il a publié récemment un livre qui s'appelle Théorie Caraïbe aux éditions Triptyque. Alors, c'est un recueil de textes et de l'avis de l'auteur lui-même, il dit que c'est une autobiographie littéraire dans laquelle on retrouve toutes sortes de choses. Alors, il y a des textes de commentaires sur ses collègues écrivains haïtiens, Jean Métellus, Franck Étienne, Gérard Étienne. Il y a aussi des commentaires sur sa propre œuvre qui sont faits soit par lui-même, soit par d'autres. Et puis à la fin du livre, il y a des dialogues, des entrevues avec différents journalistes. Mais dans cette salsa de textes, il y a toujours les mêmes thèmes qui sont là. Alors il est question d'exil, il est question de déracinement, il est question de mort, il est question de vie aussi. Il est surtout question de littérature, de langue et de mots. Parce que Joël Desrosiers, vous êtes, et ça, vous êtes un amoureux des mots, mais un amoureux tout à fait particulier. Il faut que les gens sachent que vos recueils précédents s'appelaient, il y a eu Tribu, il y a eu Savane, et là, il y a Théorie, et ce n'est pas du tout le sens que l'on connaît à Théorie. Vous creusez les mots, vous entrez dans les mots, vous allez dans leur histoire, vous allez jusqu'aux racines grecques, et là, vous construisez autour de ça. Alors, dites-nous ce que Théorie veut dire d'abord. Vous avez sans doute raison, je suis un peu un fétichiste des mots. Théorie, le sens commun du mot, chacun le connaît, mais peu de gens savent qu'il y a effectivement un sens plus secret du mot. Au départ, le mot théorie signifie la procession, le défilé, le cortège, le culte et la fête. Hein, dans la Grèce antique, les gens, les villes envoyaient des théores, c'est-à-dire une députation, des députés aux fêtes antiques de ville en ville. Et donc, le mot a signifié donc la migration, le groupe d'hommes en mouvement, le passage d'un lieu à un autre. Et donc, cette évocation très sublime pour moi du mot théorie, je l'ai appliquée à ma propre situation, c'est-à-dire la naissance aux Antilles, à Haïti même, et cette migration au Québec. Alors, je suis devenu un théore, un peu comme Ulysse, vous savez, qui fait cette grande pérégrination, mais la différence que Ulysse retourne au lieu natal, c'est le retour au même, avec le risque de manquer la rencontre avec l'autre, hein, avec l'altérité, alors que dans ma poétique, puisqu'il s'agit également d'une poétique du déracinement, il s'agit de faire du déracinement une valeur positive, c'est-à-dire une capacité de s'ouvrir à cette rencontre avec l'autre. Donc la théorie Caraïbe, c'est le groupe d'hommes en mouvement, de tous ces écrivains dont vous avez parlé, qui migrent vers le nord, hein, ce que j'appelle le désir d'hiver. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on laisse la luxuriance, la végétalité, le vitalisme du sud, et qu'on migre vers les espaces continentaux, l'hiver, le froid, et je les ai tous appelés des gouverneurs de l'hiver, oui. En référence bien évidemment au gouverneur de la Rosée. Et ces gens-là arrivent ici. Bon, j'aimerais qu'on parle un peu du regard que vous portez et que vos collègues, non seulement ceux qui existent aujourd'hui, mais ceux qui étaient avant vous, parce que moi j'ai compris en vous lisant que toute une partie, non seulement de l'histoire du Québec et du Canada, mais qu'une partie de l'histoire culturelle est intimement liée à Haïti. Le premier auteur de téléthéâtre au Québec était un Haïtien. Oui, c'est Wilson, hein, qui a produit le premier théâtre au Québec en 1957, à Québec même. Vous voyez comme c'est très émouvant, Roberto Wilson, qui de regretter mémoire. Ce que j'ai voulu montrer en fait, c'est que l'histoire de l'Amérique francophone est une histoire commune. Hein. Cette histoire est une histoire qui naît, bien évidemment, dans le ventre de l'Amérique, les Antilles. C'est là que la rencontre a eu lieu avec, bien évidemment, ses misères et ses grandeurs, mais qu'il y a une espèce de fil conducteur qui nous mène de cette première rencontre, de ce premier lieu de la rencontre, vers un appétit américain. Hein. J'ai essayé d'écrire un livre américain, hein, de me dire, bon, quelque chose se passe dans cette mutation culturelle qui fait que la plupart des hommes et des femmes aujourd'hui ne vivent pas là où ils sont nés. Hein. Nous sommes des espèces de mutants culturels. Donc une espèce de double transgression du fait de laisser le lieu natal et de s'approprier un autre lieu et de dire c'est aussi mon lieu. Hein. Nous sommes désormais de tous les lieux où nous vivons et où nous avons vécu. Alors ce que j'ai fait, je me suis posé la question sur ma présence ici, hein, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il s'agit peut-être de quelque chose d'autobiographique, et cette présence au Québec m'est apparue comme étant exemplaire, c'est-à-dire de plusieurs autres présences, notamment j'étais frappé par la vie de quelqu'un comme Jean-Jacques Audubon, John James Audubon, que tout le monde connaît, c'est le grand peintre des oiseaux d'Amérique,
il y a des musées un petit peu partout aux États-Unis. En réalité, Audubon est né au Caille, dans ma ville natale, en Haïti, et a quitté cette ville à 10 ans, comme moi. Et je n'ai eu donc aucune difficulté à m'identifier à Audubon, puisqu'il a migré aux États-Unis, c'est-à-dire il a migré vers ces espaces continentaux. Et Audubon n'est pas seulement un peintre, il a écrit un livre qui s'appelle Le Journal du Missouri, qui est, si vous voulez, une chronique de ses pérégrinations de la Louisiane au Labrador et des Appalaches jusqu'aux Rocheuses. Et Audubon est pour moi cette figure emblématique de celui qui quitte le Sud pour embraser tout le Nord. Et je me suis mis dans les sentiers d'Audubon. Hein. Je me suis mis, et vous savez que son nom réel, c'est Jean-Jacques Fougère. Ça doit réveiller quelque chose chez vous. Sûrement une cuisse haïtienne. Je crois que vous avez sans doute une cuisse là-bas. Fougère, donc, c'est le nom de sa mère, qui est une métisse. Et Audubon est le nom du père. Jean-Jacques Fougère Audubon n'a été reconnu par son père que bien plus tard, à l'âge de 24 ans. Alors, tous ces écrivains que vous avez cités, y compris ma propre démarche, s'inscrivent au fond dans un transfert et dans une espèce d'appétit américain. Et j'ai tenté de voir comment cette hybridation, comment cette ouverture à l'autre peut aujourd'hui nous parler, nous faire signe. Oui. Il y a des choses. Bon, il y a un chapitre que je trouve magnifique dans votre livre qui s'appelle Mourir, c'est beau. Et vous, quand vous parlez tout à l'heure du ventre de l'Amérique, qui sont les Caraïbes, vous parlez à un moment donné que d'île en île, il y a une histoire qui s'est répétée, une histoire de violence, de destruction, et ça débouche sur une théorie de l'identité, et la théorie dans son sens théorie, c'est-à-dire que l'identité des Haïtiens est continuellement faite à partir de morts et elle est continuellement en train de se détruire elle-même. Et c'est la non-identité, en fait, qui est l'identité. C'est ça que vous dites là-dedans. Oui, bon, j'aime bien cette façon que vous avez de résumer ce chapitre. Mourir est beau. Mourir est beau, c'est le titre de l'hymne national haïtien. C'est assez sublime, Mourir est beau. Parce que mourir signifiait, en fait, la vie dans la plantation était mourir. Et que la résistance à ce mourir-là était beau. Hein. C'est un petit peu comme ça qu'il faut comprendre les choses. Ce qui s'est passé, ce que j'essaie de mettre en évidence, c'est que la lutte pour la vie dans ce lieu mythique qui est la plantation est une lutte à mort. C'est-à-dire qu'on dépouille l'esclave de toute son identité, c'est-à-dire on le réduit à l'animalité première, et il tente dans une résistance massive, une résistance très humaine, de retrouver une identité humaine. C'est-à-dire l'histoire d'Haïti est cette histoire-là. Hein, il faut bien la comprendre comme non une histoire ethnique de première République noire, personnellement ça ne m'intéresse pas du tout, plutôt comme l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, il existe un petit peu partout en nous, n'est-ce pas, cette capacité au mal, cette capacité à asservir l'autre et à le réduire, n'est-ce pas, notre semblable à quelque chose, à l'animalité. Or, l'autre résiste et dit non. Donc, ce que j'ai tenté de montrer, c'est que dans cette histoire-là, c'est une histoire qui nous dit comment les hommes résistent à l'oppression et à l'animalité, et comment les fondateurs de cette nation, de cet État-nation, ont mené deux guerres. Une première guerre contre le colon, c'est-à-dire contre le maître, celui qui voulait l'oppression et l'asservissement, et une deuxième guerre contre les fondamentalistes intégristes de l'identité. Oui. Si on veut... Alors, ça va très loin, là, et il faut lire le chapitre, je pense, pour le savoir. C'est un livre, moi, qui m'a fasciné, Joël Desrosiers, et je tiens à dire aux gens, j'ai compris en lisant ce livre-là que les chutes Niagara étaient intimement liées au Niger, à l'Afrique, et lorsqu'on va aux chutes Niagara se marier, c'est qu'on va célébrer le rite de la fécondité comme on le vit en Afrique. Écoutez, il y a des liens, là, à la fois dans les mots et souterrains avec la culture africaine qui sont extraordinaires ici même au Canada, et on les découvre en vous lisant. Alors, c'est publié aux éditions Triptyque, je rappelle le titre, Théorie Caraïbe, et l'auteur en est Joël Desrosiers. Alors, après la pause,